Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau live référence Rome. J'espère que tout le monde va bien. Ce soir, on accueille de bons amis à moi. Pierre, rédacteur avec moi sur le blog. Bonsoir. Et François, membre éminent du Rome Club Paris. Et depuis quelques mois, on en parlera un petit peu dans l'équipe de Rome Attitude. Donc, excuse-moi, je t'ai passé de temps de dire bonjour. Je suis totalement impoli. Donc, l'idée de cette petite émission, c'était d'une part d'alimenter notre chaîne YouTube. Voilà, il faut ce qu'il faut. Et d'autre part, de faire un petit bilan de l'année 2021 au niveau du Rhum, petit ou grand, selon le temps que ça prendra. Et éventuellement, de permettre quelques petites idées pour l'an prochain. Voilà, on verra dans un an si on a eu bon ou pas. Donc, en introduction, je vais juste faire un petit point sur le site, comme j'avais fait l'autre jour, à propos de l'article sur les Roms blancs. Donc, on a eu cette année sur le site quasiment 60 000 lectures d'articles. Voilà, donc on a fait 10% de plus que l'an dernier. Ça fait un peu, ça fait très présentation aux professionnels. On a fait 10% de plus. On a une bonne année au niveau de l'Instagram aussi. L'Instagram, il a bien monté en fin d'année, donc c'est super. Et la chaîne YouTube qui démarre tout gentiment. Et on a eu quelques bons retours sur la vidéo l'autre jour avec Kev et Romain, donc ça m'a motivé. Donc ça fait plaisir. Voilà, donc au niveau des articles les plus lus, Pierre, c'est toi qui garde la tête depuis 3 ans maintenant avec le guide du débutant, qui continue 3000 lectures encore cette année, donc ça n'arrête pas, c'est super. Donc le guide du débutant, je ne sais pas si François tu l'as déjà vu, c'est vraiment notre porte d'entrée principale. Et c'est vrai qu'on est bien référencé sur Google et je ne sais pas trop comment les gens arrivent et je serais curieux de savoir. Donc si par hasard vous êtes déjà arrivé sur le site via Google, sur le guide du débutant, n'hésitez pas à nous dire comment, parce que je suis vraiment curieux de savoir comment vous êtes arrivé. Via quelle recherche. Après, il y a Paparouillot, qui a bien marché depuis le début. Les gens étaient super à chaud pour savoir Paparouillot, comment ça marchait, etc. Et voilà, donc c'est 2 gros articles de l'année. Et après, ça va peut-être rejoindre ce que tu diras tout à l'heure, François, et ça fait partie des choses pour lesquelles je veux discuter avec toi. C'est qu'on a également l'article sur la déguste Foursquare, redoutable et détente, sortie en début d'année, qui a bien marché aussi. Et un peu plus loin, bah voilà, ça fait plaisir. Le hasard fait bien les choses. Donc, il a bien marché aussi. Et voilà, c'est vrai que c'est très marrant parce qu'il y a beaucoup de gens. On est un peu, enfin, en tout cas, toi, moins que nous, François, mais on est assez orienté marché français. Et toi, tu es un peu plus à l'écoute de ce qui se fait ailleurs. C'est vrai que Foursquare, ça marche vraiment bien partout, quoi. Donc voilà, pour nous, au niveau du blog, bonne année. Franchement, c'était encore du kiff, même si moins d'événements. Donc toi François, alors est-ce que tu as déjà 1 ou 2 petits coups de cœur de l'année, des petits trucs à retenir? Et après, je poserai la même question à Pierre dès que tu auras fini. Alors, ouais, j'ai préparé une petite présentation de 2 heures avec PowerPoint en 6,5 parties. J'espère que tout le monde a du popcorn, un verre d'eau, tout va bien. Voilà. Ouais, alors pour les nouveautés en eBay, moi j'avais retenu Tamosi, Swell the Spirit et Rhum artisanal. Tamosi, je ne sais pas si tout le monde connaît, donc c'est sorti cette année, hein, c'est fait par un Danois, je crois, Benjamin Booth. Et j'ai trouvé que c'était très réussi. Le packaging est sympa, les ROMs sont bons. Il n'est pas tombé dans le piège de faire des trucs hyper chers dès le début, machin. Il y a eu une deuxième fournée dans l'année. C'était assez réussi aussi. Donc, je trouvais ça sympa. Swell the Spirits, ils ont fait qu'un embouteillage, donc il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est quand même un embouteillage qui a bien marqué tout le monde. Un super Hamden. Vas-y, Simon. Non, mais grave, c'est justement, je suis d'accord avec toi. Non, mais pour l'instant, je suis d'accord avec toi sur les 2 points. Donc, ce Swell the Spirits, il a tout pour lui, hein. Petit packaging, 50 centilitres, c'est bien, c'est pratique aussi. L'étiquette est magnifique, elle a été faite par Vaymotion Distillers, je crois. Là. Je ne sais pas si vous voyez le compte Instagram. Voilà. Ici, ouais. Donc, comment ça s'appelle, Sébastien. Ouais. Le rhum est super bon, il était sorti à prix pas déconnant, donc vraiment tout.
Et puis, rhum artisanal, c'est un embouteilleur qui monte vraiment en France aussi depuis 2 ans, je pense. Et alors, les tarifs commencent un petit peu à taper, mais je trouve que régulièrement, ils sortent quand même des pépites. Et il y a un rhum particulièrement que j'ai retenu cette année, et paradoxalement, c'est peut-être le moins cher. C'est leur assemblage, le Single White Blended, qui est un assemblage de Hamden et de Savannah. Et je trouve que le petit kick de Savannah fait que ça porte encore plus le Hamden, quoi. Je ne suis pas très fan de rhum blanc, mais je trouve que c'est top. Donc ça, c'était pour mes petits coups de cœur embouteilleurs de l'année. Ouais. Mon gros coup de cœur, au final, en embouteilleur, ce serait SBS. Parce que pareil, il monte depuis un petit moment, mais j'ai commencé à entendre parler de SBS il y a 3 ans. Ils avaient sorti un super New Yarmouth 2005. Je Mm. les ai ratés, mais apparemment, il y avait aussi un super Trinidad 91. Et je crois que c'était un Neuflirt 98, qui apparemment sont devenus collecteurs entre-temps. Et cette année, ils ont sorti en 2 temps, là, cet été, et il y a quelques semaines, toute une série de bouteilles qui sont top, je trouve, en termes de rapport qualité-prix. C'est varié. C'est pas donné, mais c'est pas excessif non plus. Donc là, par exemple, j'ai redécouvert tout à l'heure dans mon placard, il me restait un petit peu du premier Skeldon qui était sorti il y a quelques mois, le 2001. Là, il y a le 97 que tu as pu goûter au salon du Ouais, 1802. Je ne sais pas ce que tu en exactement. avais pensé. Moi, j'ai trouvé top. Ouais, très bien, En ouais. plus, là, la couleur, quoi. Grave. Il y avait le Fidji 2002. Moi, j'ai jamais été hyper fan. Il y a des Fidji qui sont pas mal, mais c'est rarement à fond ma cam. Et ce Fidji 2002, là, il était top. Donc, il y a eu toute une série cette année d'embouteillages que j'ai trouvé top. Leur New Yarmouth 94 était génial aussi. Et je trouve que c'était couillu parce que contrairement à tous les autres eBay, je crois que c'est quasiment le seul eBay qui a fait une version réduite à 57. Et quand tu compares avec le rhum artisanal donc, qui est de l'année dernière ou début d'année qui était à 68%, je crois, ou 67%, Ouais. tu vois que le 10 degrés d'écart, la réduction, etc., c'est énorme. Et ça change complètement le profil du rhum, c'est beaucoup plus gourmand. Et moi, j'ai trouvé ça top, quoi. Ouais, et Donc puis il y ça, a. c'était… Ouais. Ouais, excuse-moi. Puis il y a aussi le doc qui a été choisi par le 1802, là, qui est aussi un embouteillage à eux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, moi, juste pour rebondir, et après, je vais juste donner la parole enfin, vite fait ou pas, hein, à Pierre. Mhm. Moi, ce que je vois, justement, c'est le Trinidad de Romain Sandal. Celui qu'on avait goûté ensemble, enfin, on a goûté ensemble, François. Parce que Trinidad, moi, cette année, c'est une vraie découverte pour moi dans l'année avec, c'est la première fois que je le dis, donc je vais arrêter de le dire, mais avec l'embouteillage de Clarence Rhum. Mhm. Et j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de choses qui étaient vraiment bien faites chez Trinidad. Il y a pas que Caroni, quoi. Et donc, c'était un embouteillage donc, de Trinidad pour rendre hommage à cette découverte pour moi et à toi, François, parce que c'est une bouteille qu'on a acheté tous les deux ensemble. Donc c'était, voilà. Donc, le National 2002 Trinidad. Et ouais, je suis d'accord avec toi, SBS, c'est vrai que je ne connaissais pas trop parce que c'est souvent, moi, c'est quand je vois un embouteilleur qui sort pas mal de choses assez classiques, entre guillemets, même si c'est pas autre chose, enfin, il y a classique, mais je me dis toujours, bon, c'est pas pour moi, je vais pas me battre, etc. Mais il y a souvent des pépites dans l'eau, enfin parfois des pépites dans l'eau plutôt. Et c'est vrai qu'il Mhm. faut savoir, donc je suis d'accord avec je suis entièrement d'accord avec ton résumé de top de l'année. Et c'est vrai qu'SBS, là, en tout cas au 1802, là, ce qu'on a goûté, le Skydome 97 et le Doc pour le 1802 étaient vraiment très bien tous les deux. Et belle petite claque. Pierre, ça fait partie des prochains colis. Ah, j'attends ça avec impatience. Bah ouais. Ça fait Vous faites des petits échanges de samples. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des trajets réguliers Depuis, par colis ou directement en main propre 2-3 fois par an. Mais ouais, il y a depuis- des. depuis le début, on se fait ça. Et ensuite, le début, c'est après, dès que le colis arrive, on goûte tout ça ensemble. Hmm. Donc toi, Pierre, dans tes tops de l'année, Et ben moi, dans mes tops, il y a vraiment une bouteille que j'ai adorée, c'est le Long Pond 2005 de Vélier, le single case 2005 qui a été présenté au Whisky Live cette année, que j'ai trouvé vraiment, vraiment réussi, super gourmand. Malgré ses 65 degrés, c'est voilà, un rhum qui m'a. C'est mon coup de cœur du Whisky Live et c'est mon coup de cœur de cette fin d'année. C'est vraiment le rhum que j'ai le plus apprécié. Après, à côté de ça, toujours dans les rhums présentés au Whisky Live, il y avait le Savannah, que j'ai beaucoup aimé sur le côté blend avec un petit peu de air qui envoie quand même pas mal d'acidité, de fruits rouges, etc., qui était assez réussi.
Après, globalement, étant en province, le Whisky Live, c'est clairement le temps fort pour moi de l'année niveau rhum. Du coup, j'ai passé la semaine à Paris. Donc, au-delà de l'événement, ça permet aussi de voir du monde, de faire des dégustes un petit peu en dehors. Ce qu'on a pu faire avec Marco, par exemple, ou derrière aussi la dégustation qu'on a fait, une dégustation qui a suivi. Et c'est vrai que c'est l'événement un petit peu central quand on n'est pas à Paris régulièrement. Sinon, niveau bouteilles, pour être tout à fait honnête, la majorité de mes achats cette année, c'est plutôt des bouteilles, plutôt des oldies ou des bouteilles qui ont quelques années. J'ai trouvé quelques petites pépites et du coup, c'est que je me suis un petit peu dirigé vers ça. J'ai eu quelques petites déceptions cette année, pour le coup. Je ne sais pas si tu avais prévu qu'on en parle après ou. Ah non, vas-y, c'est parfait, ouais. Maintenant. Des bouteilles que j'attendais et au final, pas forcément des mauvaises bouteilles, mais des choses, par exemple, le H d'habitation, le Hamden H chez Habitation Vélier, qui est sorti en milieu d'année, qui est loin d'être mauvais. Hein. C'est un rhum tout à fait correct. Mais c'est vrai que la marque H chez Hamden, elle est un petit peu mythique dans le sens où il y a eu le Warren Conte qui était sorti, un des premiers qui était sorti chez Vélier toujours le 2010 et qui avait placé la barre très haut et qui avait mis un petit peu un coup de projecteur sur ce marque-là qu'on n'a pas beaucoup revu derrière, en tout cas en vieillissement tropical. Et quand il y a eu l'annonce d'un nouveau H, mais c'était en 2016, il y avait une petite attente quand même. Et c'est vrai que c'est un rhum c'est un Hamden qui est assez classique, mais voilà, qui est bien en dessous de ce qui avait été sorti les années précédentes dans la gamme. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu les réseaux, c'est des bouteilles qu'on trouve en réalité facilement. Comparé à un GML, par exemple, qui est très compliqué à trouver, qui est pour moi le meilleur de la série Hamden. C'est un rhum qui n'a pas vraiment trouvé son public ou alors qui a été peut-être beaucoup trop acheté en espérant être un truc de collection. Et voilà, c'est une petite déception. Après, toujours chez Vélier, il y avait aussi un embouteillage que j'attendais particulièrement, c'était les Binley. Parce qu'on on en a beaucoup vu cette année des Binley un peu partout. Et c'est vrai qu'il y avait un petit peu cette comparaison, alors même si ce n'est pas les mêmes années, de vieillissement désertique ou tropical. Et puis bon, on attend toujours beaucoup quand c'est embouteillé par Vélier. Et au final, pour avoir acheté les bouteilles finalement, je me suis retrouvé avec deux robes très classiques. Et alors que je m'attendais à des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus, peut-être à une méconnaissance aussi de la distillerie, mais je m'attendais à un truc un peu plus punchy. Et au final, des rhums très coco, vanille, voilà, vraiment réussi, mais très classique et de fait une petite déception derrière. Voilà. Sinon, voilà, moi j'ai bien aimé aussi les embouteillages de plantation. J'étais pas un grand fan de plantation. Je connaissais pas trop en fait les embouteillages de plantation. J'ai eu la chance d'y aller en cours d'année. On a fait un petit article dessus, d'aller à Cognac et de visiter un petit peu les chais avec le maître des lieux et c'est que j'ai goûté vraiment des trucs très sympas dans les chais et j'ai retrouvé vraiment cette qualité sur les embouteillages de fin d'année, notamment le Hamden 2002 et puis le Saint-Lucie 2010, Yes, ouais. qui sont très réussis sur des prix assez contenus quand même. Alors bon, Plantation, c'est une grosse force de frappe, mais le Hamden 2002, par exemple, sort à 160 € ou 165, quelque chose comme ça. C'est très, très, très en dessous de ce que peuvent faire les autres sur des bouteilles similaires. Donc, pour des rhums de qualité, je trouve que Plantation, quand ils restent quand ils vont pas trop loin dans les finitions un peu bizarres, ils sortent vraiment de belles choses. Après, voilà, par moments, les finishes un petit peu originaux, moi, c'est pas trop mon truc. Et c'est vrai que voilà, quand ils sortent des produits, ils ont des beaux produits à sortir. Quand ils les transforment pas trop, c'est plutôt sympa. Ouais. Voilà, premier petit tour. Ouais, bah, super intéressant. Je te laisse la main pour le flop. Tu avais évoqué ça, François, donc je vais te essayer éventuellement. C'était en tout cas dire. C'est vrai qu'en effet, quand j'ai fait les petits diagrammes là des Véliers de cette année, il y avait beaucoup de choses qui étaient gourmandes, quoi. C'était la gourmandise qui était mise en avant. Et moi, ça me fait un peu peur toujours parce que moi, je suis pas très fan de coco, pas très fan de pâtissier, etc. Et j'ai toujours peur que ce soit le futur du rhum et qu'on cherche à tout prix des fûts ex-bourbon très vanillés, très coco, etc. Et voilà, bon, après, il ne faut pas présumer des quelques dégustes qu'on a pu faire, mais on n'a pas pu faire. Mais voilà. Et là, pour terminer sur les flops, je ne sais pas encore si c'est un flop parce que je le découvre je le découvre ce soir, mais là, je suis sur le St. James 2001 qui a été embouteillé pour
pour la chaîne de cavistes VNB. Et je ne sais pas si vous l'avez goûté, mais pour l'instant, j'en suis connu et c'est très, très particulier. Mais ouais, mais ce qui est marrant, parce qu'on j'avais goûté au Whisky Live derrière le comptoir, etc. Et j'avais beaucoup apprécié. Et j'ai vu que les retours n'étaient pas du tout bons. C'est vrai, ça on peut le dire, en effet, ça fait partie des bouteilles qui ont été pas mal décrites sur les réseaux, alors que VNB ils ont une bonne image, etc. Donc, c'est peut-être. Alors après, c'est surtout que c'est très détonnant parce qu'en fait, il y a du vernis, énormément de vernis au nez. Et ça donne, pour un rhum agricole, c'est pas du tout ce qu'on attend. Voilà, à voir ce que ça donne en bouche, mais c'est que ça donne une acidité un petit peu particulière. Pas désagréable quand on aime les rhums jamaïcains, mais c'est étonnant de voir ça dans un Saint-James. Toi, François, alors, tu as un ou deux flops cette année, enfin, des bouteilles que tu as moins appréciées, par exemple Pas vraiment en termes de bouteilles. Pour moi, le flop de l'année, je pensais plus à Rome Avenue et à Liquide Passion. J'ai trouvé que c'était un désastre, ce salon. Et je ne sais pas ce Carrément. que vous en avez pensé. Bah ouais, je trouvais que le cadre n'était pas sympa. Ça ouvrait assez tardivement, je crois, à partir de 13h, un truc comme ça. Je suis arrivé, il n'y avait pas de verre. J'ai récupéré un verre à bière. Moi, j'avais mangé, mais il y a des gens qui n'avaient pas mangé. Et je crois qu'il y a eu des problèmes de bouffe. Il n'y avait pas assez de bouffe, machin. Donc, c'est compliqué. À la fin, il y a eu de gros problèmes de vestiaire. J'ai dû attendre au moins un quart d'heure pour récupérer mes affaires. Mais au moins, j'ai récupéré mes affaires, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Parce Ouais, qu'il y a Jesus qui a perdu son ouais. sac, machin, un carnage. En plus, je passais le portique de sécurité là pour partir. Puis le vigile, il m'arrête, il fouille le sac, il me prend le verre en me traitant à moitié de voleur. Je ne savais même pas qu'il fallait rendre le verre, quoi. Pour moi, c'est évident, quand tu vas dans un salon, tu gardes le verre, c'est un souvenir, tu vois, c'est un outil marketing. Et du coup, il me récupère le verre, etc. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça. Et puis, pour ce qui est de la qualité purement des stands, etc., il n'y a rien qui m'a vraiment passionné, quoi. Et donc, j'étais assez déçu. Au final, les deux meilleures choses que j'ai goûtées là-bas, c'était le MMC Gros Perrin. Donc, c'est une sorte de Pinot des Charentes. C'était pour faire découvrir parce que moi, je connaissais Ouais, déjà. ouais, Et ouais. sinon, c'était une IPA quand on a fait la session, le pairing bière-fromage. Donc, c'est pour te dire que voilà, j'ai vraiment pas apprécié le salon. Et sachant que c'est eux qui vont reprendre le Rumfest, donc j'espère qu'ils vont se corriger un petit peu pour le Rumfest parce que là, c'est mal parti, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je serais moins dur que toi parce qu'en plus, j'ai déjà été, ça fait 2-3 ans que j'y vais, et j'aime bien, etc. Mais en effet, je suis d'accord avec toi sur un moment, moi, il y a quelque chose que je dirais pour rebondir et c'est qu'en fait, c'était trop proche des autres salons et c'était trop proche, par exemple, du Whisky Live et bon, du gars qui était juste avant. Et c'est vrai que, par exemple, ouais, en effet, il y avait un stand de nourriture et il y avait que d'une demi-heure. C'est vrai que ça fait un peu, voilà, c'était pas un seul stand, il y avait quand même du monde et en effet, ça faisait. Et même le stand, c'est vrai qu'après, la gestion du litige avec notre ami Jesus, c'était pas parfait. Donc, c'est vrai que ça fait un peu. C'est pas terrible. Après, je crois quand même que l'idée cette année, c'était de faire un petit Rumfest là-bas. Mais tu auras quand même un Rumfest en avril. D'ailleurs, il y a des dates qui sont sorties, mais un vrai Rumfest un petit peu comme avant. Voilà, avec notre équipe qui a rejoint. Mais ça fait partie. Ça fait partie des choses dont je voulais parler en live avec Cyril Hugon avant le Rumfest. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Euh, c'était trop proche. Et il y avait, en effet, quand tu avais fait, enfin, en tout cas, c'était mon cas, j'avais fait du gars Whisky Live. Tu arrivais là, il y avait moins de rhum et c'était moins. On l'a dit avec Pierre. Et voilà, le Whisky Live, c'est vrai que c'est assez ouf, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi. Tout ce qu'il y a autour, l'orga, elle est assez folle. Ouais, T'as, même t'as, les t'as cocktails des stands street, de bouffe, la le bouffe et tout, c'est quand même. cocktail street, exactement. Enfin bref, tu pourrais quasiment passer un week-end là-bas entier, quoi. Même Ouais, 3 jours. la barre est assez haute. Moi, j'avais hésité à rester pour le Rhum Avenue, tu vois, finalement. A priori, j'ai bien fait de prendre mon train le jeudi, mais passer après le Whisky Live si proche, c'est, je pense, très compliqué dans tous les cas. Surtout que c'est difficile d'avoir un meilleur plateau, une meilleure orga. Et voilà, il faut dire quand même, voilà, sur le Whisky Live cette année, c'était particulièrement bien maîtrisé en termes d'organisation. Ils ont l'expérience aussi, hein, mais j'ai trouvé ça même encore. Alors peut-être qu'il y avait un petit peu moins de monde, je ne sais pas s'il y avait une jauge ou s'ils ont vendu moins de billets, mais ça paraissait même encore plus agréable qu'il y a 2 ans pour accéder à la bouffe, pour se poser, même pour accéder au stand. J'ai trouvé que c'était plutôt cool au Whisky Live cette année. Ouais, je C'est suis d'accord avec toi. très, très Moi, il y agréable a, comme expérience de moi, il y a plus.
Un truc que j'ai regretté par rapport à l'édition d'il y a 2 ans, c'est que je préférais quand le rhum était dans un pavillon à part. Je trouvais ça mieux organisé d'un point de vue parcours. Hmm. Mais sinon, c'était top, quoi. Et pour revenir sur les flops, comme je parlais des eBay pour commencer tout à l'heure, bah, en flop, en eBay, pour moi, il y a un eBay vraiment où c'est la catastrophe et c'est pas tout à fait nouveau, c'est Samaroli. Et quand j'ai vu les derniers prix, les derniers embouteillages Samaroli, où les bouteilles vont genre de 400 à 1000 euros, on ne Hmm. sait même pas ce que ça vaut. J'ai vu aucun retour. Est-ce que ça se vend? Je ne sais pas. Moi, ça ne m'intéresse même pas. Je trouve que ça fait vraiment plusieurs années où ils sont partis dans un délire purement marketing. Et je trouve ça vraiment triste quand on voit la qualité des anciens embouteillages, quoi. C'est vrai. Et du coup, pour contrecarrer ça, vraiment en pépite et dans les tops, parce que tout à l'heure, je parlais plus des eBay, mais dans vraiment les 2 gros coups de cœur de cette année, c'est Corman Collins. Donc, il y a un Enmore 28 ans et un Diamond 25. Bah, c'est simple, je crois que c'est le meilleur Enmore et le meilleur Diamond que j'ai pu goûter, quoi. Ah ouais, carrément. Et les bouteilles étaient vendues quoi, aux alentours de 230, 250 euros, je crois. Donc, quand on voit qu'il y a tout un tas d'embouteilleurs qui sortent des bouteilles à 350, 400, 450, 500 euros, euh, euh, avec des qualités de jus qui sont très nettement inférieures, là, franchement, je dis chapeau à Corman Collins. Tout est peut-être pas au top, top, top du top, mais quand tu as des pépites comme ça, voilà, quoi. Là, ces rhums-là étaient incroyables, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, avec Guyana, il y a plein de trucs qui sortent. Et franchement, quand tu veux pas goûter avant et quand faut acheter à l'aveugle ou quand faut chercher un petit peu après, etc., c'est chaud quoi, parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent que si tu veux tout acheter, ben Ouais. ça te coûte un salaire par mois et beaucoup de gens ne peuvent pas le faire. Mais des fois, tu as des pépites et voilà, c'est ça qui est compliqué. C'est ça, enfin, c'est partie des flops peut-être dont tu voulais parler, Pierre, je sais pas. Mais c'est vrai que là, enfin, maintenant, le rhum est tellement devenu. Le mercato, il est folle, comme disait l'autre. Le rhum, il est folle aussi, quoi. C'est chaud, quoi. Il faut se précipiter, il faut acheter sans goûter. Et si tu veux goûter avant, ben, faut être prêt après à mettre le double sur une bouteille. Ou acheter des bouteilles sans goûter et échanger après, ce qui Mm. revient plus ou moins au même, hein, on va pas se mentir. Donc, Parce voilà. que les, Après, vas-y, Excuse-moi, Pierre. je t'ai Non, coupé. vas-y, Non, Pierre. justement, je rebondis sur ce que tu disais. Justement, je trouvais que voilà, on est obligé d'acheter De avant de goûter. goûter. Et c'est qu'on parle beaucoup des prix. Au final, oui, les prix montent. Malgré tout, je ne suis pas certain que ce soit les producteurs et les embouteilleurs qui soient les plus mauvais élèves dans tout ça. On voit beaucoup de bouteilles qui font, tu montrais les Corman, qui font x2, x3, quasiment 15 jours après qu'elles soient plus dispo sur des sites de revente. Ça montre presque que le prix le rhum, si on se place du côté du producteur, qui n'était pas assez cher à sa sortie, puisque des gens sont prêts à mettre le double pour se l'acheter. Ça pourrait presque. C'est ce qui découlerait. Moi, je vends un produit que je produis. Je vois qu'il est revendu 2 fois plus cher le lendemain. Je me dis que c'est moi qui aurais dû me mettre les sous dans la poche. Et finalement, on se retrouve avec des rhums des prix qui augmentent effectivement, mais surtout un second marché qui explose complètement et qui devient complètement de plus en plus déconnecté de la qualité des jus. Maintenant, on voit des produits. Je regardais un petit peu sur les sites de vente là, tout à l'heure, un peu pour regarder ce qui se vendait. Et on voit des rhums tout à fait moyens, comme on aurait pu le mettre éventuellement dans les flops, mais comme le profil 62 de Nesson, qui est ni rare, Ouais. ni excellent, ni recherché, ni quoi que ce soit, et qui sont vendus 80, 90 euros sur un rhum qui sera 60 balles, je crois. Ouais. Donc, alors oui, ça fait que 20 euros de plus, mais ça fait surtout 20, 25% de plus Ouais. que Même 30% de plus 50, que le 50%, prix de ouais. sortie, avec aucune justification, quoi. C'est que on commence à avoir des consommateurs qui considèrent que revendre le produit plus cher quelques semaines après, c'est la normalité. Quelle que soit la qualité du jus, quelle que soit l'image de marque, quel que soit le produit recherché, et avec la masse de consommateurs plus ou moins, on va dire, informés, qui ont plus ou moins accès aux bouteilles aussi, parce que parfois, il y a des gens, il n'y a pas de caviste à côté, ils ne sont pas connectés H24, et du coup, pour eux, la payer 80 balles, c'est pas si cher que ça. Et donc, ils vont la payer, donc ça va donner une cote à ce produit-là, qui va se vendre à ce prix-là, et ainsi de suite. On sait un peu comment ça marche. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect-là qui est un petit peu la Ouais, la conséquence en fait, de la montée l'explosion de en. la Ouais. popularité du rhum. Il y a de plus en plus de gens qui veulent acheter du bon rhum. Alors ça, c'est bien pour le produit qu'on aime bien, parce que ça
Ça veut dire que le marché va aller en s'accroissant, qu'on va avoir de plus en plus de belles bouteilles, peut-être de plus en plus d'embouteilleurs. Quand le marché fonctionne, c'est bien, mais à côté de ça, voilà, il va falloir de plus en plus jouer des coups, de jouer presque des relations, des connaissances, être bien en bon terme avec son caviste aussi. Je pense que c'est un petit peu la clé au-delà des sites internet où il faut être très au taquet parce que il y a beaucoup de voilà, il faut aussi pas hésiter à aller voir son caviste. Moi, j'achète beaucoup en cave au niveau local. Pas hésiter à aller aussi regarder de ce côté-là. Mais ça devient voilà, compliqué d'acheter des belles bouteilles. Et au final, j'ai eu plus de facilité à trouver des belles bouteilles d'il y a 2-3 ans que des belles bouteilles sorties cette année. J'ai l'impression que les gens achètent, coffrent un peu pour les sortir dans 2 ans, histoire de prendre un petit billet. Et voilà, ça, c'est forcément le gros point noir hein, quand on est amateur. En plus, nous, on ouvre tout presque. Et c'est qu'on a… moi, je dois avoir 70 bouteilles à la maison et 60 ouvertes, ce qui est complètement débile. Hein. Clairement, mais voilà, Il faut, on se refait pas, quoi. Mais on se refait pas. Mais c'est que, j'ai tendance à ouvrir un petit peu de manière compulsive mes bouteilles et c'est qu'il y a une petite frustration parfois à avoir des bouteilles parce que voilà, c'est toujours un petit peu agaçant de voir des gens qui se font un petit business qui sûrement ne boivent pas de rhum et qui vont trouver un petit filon pour faire du blé, quoi. Tu vois, je suis totalement d'accord avec toi, mais je pense que là, il faudrait carrément refaire une autre émission où on parle que de ça, parce que là, il y a plein de choses à dire, quoi. Non, juste à aller acheter de la crypto-monnaie au lieu d'acheter du rhum. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous boire notre rhum tranquille. Et puis, il y a un petit bémol aussi sur l'année. Moi, j'ai trouvé l'année agri pas folle. Ouais. Voilà. À la base, moi, je viens de l'agricole. Hein, je viens plutôt des rhums de Martinique à l'origine. Et j'ai eu, en agri, il y a eu, je pense que Simon, je te coupe un peu l'art sous le pied, mais il y a Bali qui a sorti des belles choses en fin d'année. Ouais. Je ne vais pas trop te spoiler. Je pense que c'est un petit peu les rhums dont tu voulais nous parler. Tes coups de cœur. Mais voilà, mis à part ça, c'est très, voilà, c'est du très classique. On a des beaux HSE 2003, on a des Dépaz qui sont toujours un petit peu les mêmes. On ne va pas parler de Clément parce qu'on va pas non plus se fâcher, mais il n'y a pas non plus, il y a la favorite qui reste un petit peu sur ses blancs. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas au niveau de la Martinique. Je suis d'accord avec toi. Voilà, il y a Bologne qui va bien, qui sort des belles choses, des confidentiels qui sont super réussis au niveau de la Guadeloupe. Mais voilà, niveau agri, je trouve que ça court un peu après les belles bouteilles en ce moment. Oui, tout à fait. Justement, je voulais justement parler vite fait du début d'année qui est un peu particulier avec le Rumfest qui a été annulé et dire que tout s'est retrouvé en fin d'année et qu'en effet, les 2 Bali que j'ai beaucoup aimé, donc le 2006, Brut de Fût et l'Art Déco Batch 2. Ça, je l'ai dit par ailleurs, donc je ne vais pas parler dessus. Et ouais, en effet, le 2003, là, chez ceux qui sort en 2006 aussi, leur Magnum, etc. Donc, il y a pas mal de choses. Mais Pierre, je vois que tu as goûté, tu as fait une petite limace. Je l'ai vu du coin de l'œil. Ouais. Pardon. Non, tu as été bon, mais je te connais maintenant. C'est effectivement un peu acide. Ouais. Donc, en effet, en agricole, je suis d'accord avec toi. Il y a un petit. On en a déjà parlé par ailleurs et tu as peut-être raison avec le creux qu'il y avait. Donc, il y a peut-être moins de vieux qui sortent. Mais c'est vrai que tu vois, Naisson, ils sortent leur 19 ans, voilà, bam, les 3 chais, bam, Naisson, c'est quasiment devenu inaccessible, même pour nous qui sommes, quand même, on va pas se mentir, un petit peu privilégiés par le statut, etc. Mais franchement, heureusement que Jus, qu'on salue, a pu avoir 19 ans pour nous faire goûter, mais sinon, c'était pas possible, quoi. Ouais, pareil, tu vois, voilà, je vais faire très très bref, après on va passer à la suite 2022, etc. Et là, pareil, François, tu aurais raison de dire qu'on pourrait faire une émission, mais carrément d'1h30 là-dessus. Mais le système de tirage au sort, même si c'était pas mal, même si les petites bouteilles de Vélier, franchement, c'est vraiment pas mal, etc. J'avoue, il y a des choses qui se font cette année pour essayer de contrer un peu tout ça et c'est bien. Mais le tirage au sort, c'est frustrant, quoi. Le tirage au sort, c'est frustrant parce que tac, tirage au sort, j'avoue, la 2013, c'est ça, Naisson, Brut de Fullproof, Brut de Fût 2013. J'avoue, la bouteille, elle m'a chauffé. Et tu te dis, bon, allez, je participe. Ou tu l'as pas, c'est pas grave. Et tu vois, le lendemain, sur eBay, 3 fois plus cher, tu te dis, ouais, malheureusement, c'est toujours pas le bon système, quoi. Donc, ça fout un peu les boules, mais bon, on va pas revenir dessus. Ouais, non, mais moi, vous avez tout dit. Vous avez tout dit sur les tops. Vous avez évoqué les tops. Alors, j'ai dit, il y a Trinidad et Rhum. Et du coup, Pierre, qui aime bien le rhum jamaïcain et qui aime bien Hamden, qu'est-ce qu'il en a pensé de ça, là? Eh ben, j'ai pas goûté, figure-toi.
Non. Pour être honnête, je suis passé chez, enfin, je l'ai goûté très très rapidement. En fait, je suis passé à la source directement à Toulouse pendant mes vacances et j'avais le budget pour une bouteille. Bon, j'en ai acheté plus que ça, mais j'ai eu le coup de cœur pour le Sainte-Lucie, le Sherman qu'ils ont embouteillé avec Excellence Rhum. Le vin, je l'ai trouvé vraiment vraiment exceptionnel. Et du coup, voilà, le H qui paraît-il, est excellent. Je le trouve un peu cher, clairement. On est sur 250 balles pour 50 centilitres. Alors, je ne remets pas en cause le rapport qualité-prix, déjà parce que je ne l'ai pas goûté et parce qu'on est sur des produits, des vieux produits. Forcément, ça a un coût, un vieillissement tropical aussi long sur un rhum jamaïcain recherché, etc. Et je ne remets pas en cause. Mais moi, dans mon budget, sur une bouteille à 70 centilitres, qui est quand même la référence, on arrive sur des prix sur une bouteille qui est l'équivalent 320, 350 balles. C'est des prix malgré tout que je mets rarement. Pas malgré tout, je les mets rarement, je vais mettre ces prix-là. Voilà, ça me fait hésiter. Franchement, le prix, voilà, c'est le prix qui m'a bloqué sur cette bouteille. Ouais, je comprends. Mais pareil qu'il est très bien, hein. François, tu confirmes. Ouais. Il est top. Et il y avait un deuxième Amden encore, pareil, à 280, 320, même plus, ça dépend quel prix on a eu, qui était top et qu'il fallait vraiment pas rater. C'était le deuxième embouteillage de Nobilis 93. Celui-là aussi, il était exceptionnel, quoi. Et juste, c'est marrant parce qu'en quelques semaines, il y a celui-là qui est sorti. Et il y avait aussi un rhum casque, mais le 30 ans. Il y avait eu il y avait eu un premier Amden, le TRC 26, qui était déjà top. Et là, le 30, bon, les deux ne sont pas exactement pareils, mais les deux sont top. Et à quelques semaines près, il y a les deux meilleurs Amden de l'année qui sont sortis, quoi. Mais ouais, c'est des bouteilles qui ne sont pas données et effectivement, c'est un petit budget. Et je faisais un calcul qui était intéressant tout à l'heure. Si on prend une bouteille qui fait 300 €, moi je vois quand je me sers un verre, là je viens de me servir un petit Foursquare de Roani, généralement je me fais, on va dire, un demi-cent, ce qui va faire 1,5 centilitres. Si on fait 70 divisé par 1,5, ça fait 46 dégustations. Et si tu fais 300 € divisé par 46, ça te revient grosso modo à 6,50 € la dégustation. Et c'est vrai que moi, comme toi, Pierre, j'ai des dizaines de bouteilles ouvertes à la maison. Ça descend petit à petit. Je fais pas mal de sessions samples et tout, ce qui me permet d'ouvrir beaucoup de bouteilles parce que je sais que derrière, je vais pas me boire une bouteille seule à 400 balles, tout, voilà. Donc, ça va partir aussi. Et au final, je me dis quand même, allez, un petit verre de temps en temps à 6,50 €, ça reste très raisonnable, quoi. Ouais, mais il ne faut pas se tromper, quoi. C'est-à-dire que si tu le prends, il faut pas. Enfin, tu ne peux pas te permettre de monter à 300 balles, l'ouvrir et dire j'aime pas. Après, il faut sampler et tout le monde n'a pas acheté son vrai. Donc, après, c'est un truc. Mais si tu sais que c'est bon, ouais, si on te dit c'est ouf, je pense qu'une fois que tu as mis le pied dans ce. Ça, c'était clairement un achat à l'aveugle, hein. On savait que le rhum sortait, c'était tel jour, telle heure. C'était genre, c'était un mardi à 20 h, je crois qu'il est sorti, le Nobilis, et c'est parti en 1 ou 2 minutes. Il y a des dizaines de personnes qui ont eu des commandes annulées, qui n'étaient pas contentes, ce qui est normal. Et je crois qu'il y avait quand même eu une note de dégustation. Ça faisait partie de mes petites choses à mentionner en vrac pour cette année. De Tasting Bros, Antoine, je ne sais pas si vous voyez là, les deux frères. Ouais. Donc, ils sont mis à faire des notes là. Donc, c'est un petit peu façon Serge Valentin en anglais. Et moi, j'aime bien Antoine parce que il a fait beaucoup de bouteilles. C'est concis. C'est comme Serge Valentin. Donc, c'est concis, droit au but. C'est en anglais, c'est clair et tout. Et ce que j'aime bien, c'est que comme Serge Valentin, il se prend beaucoup de bananes dans la gueule par des experts autoproclamés du rhum. Ça, c'est un petit peu, ça fait partie des flops aussi, je trouve. Il y a de plus en plus de gens qui aiment donner leur avis et dire que leur avis, c'est le meilleur au monde et que tous les autres font de la merde et que Préférence Rhum ou Simon ou Pierre, c'est de la merde, ils n'y connaissent rien et blablabla, et que moi, je suis le meilleur blogueur. Je serais le meilleur blogueur au monde si je bloguais. Et je trouve ça un petit peu nul, cette mentalité, quoi. Et donc, parce qu'ils viennent un peu du monde du whisky, Serge Valentin, Antoine et son frère, et ben, quand ils mettent une bonne note, c'est ouais, ils ont mis une trop bonne note, ils n'y connaissent rien. Quand ils mettent une mauvaise note, c'est ouais, le rhum, en fait, est génial, ils n'y connaissent rien, quoi. Donc, je trouve ça un peu schizophrène, quoi. Et je trouve que finalement, quand je regarde l'ensemble de ces notes de dégustation que j'ai parcourues hier, c'est vraiment pas déconnant et je trouve qu'il a des bons points de vue aussi, quoi. Ouais, on ne goûte pas les mêmes choses avec Tasting Bros, donc c'est très bien. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Ils savent que quand tu veux une note sur un Hamden, tu vas chez eux et c'est que c'est très complet en fait. Ils goûtent vraiment toutes les gammes et sur ça c'est super intéressant.
Après, quand on fait des articles, quand on fait des vidéos, c'est aussi un petit peu le jeu de se faire critiquer. Hein. Ça fait partie du truc aussi. Forcément, on donne aussi son avis. Je pense qu'il faut, voilà, par contre, comme tu dis, hein, un avis, ça reste un avis. Nous, on a nos goûts, on a nos préférences, on n'a pas la science infuse. D'ailleurs, nos notes de dégustation, en général, elles sont pas très techniques dans le sens où on ne va pas chercher des arômes. En tout cas, on ne va pas chercher à exprimer des notes très complexes en termes d'aromatiques parce que derrière, voilà, nous, on trouve que parfois, c'est un petit peu de la flûte, franchement, d'aller chercher certains arômes très, très compliqués. En tout cas, on ne veut pas jouer à ça. Nous, le but vraiment derrière tout ça, c'est d'essayer de faire transparaître un profil, en fait. Que la personne qui lise, elle arrive à se faire une idée de à quoi ça va ressembler. Exactement. Ni moins. Et puis après, d'avoir un système de notation qui permette une certaine hiérarchie, même si voilà, la note, c'est presque secondaire. Pour moi, en tout cas, je trouve voilà, que ça reste vraiment un détail. Mais ouais, tu as raison. En tout cas, c'est super intéressant ce qu'ils font sur leur blog. Sur Serge Valentin, je suis rarement d'accord avec ses notes de rhum. En fait, je suivais comme ça parce que c'est un petit peu la Bible en whisky, donc forcément, il est impactant au niveau du rhum. Voilà, moi, j'ai un petit peu dévié au moment de la note du fameux Naisson Le PSOP, ouais. PSOP LMDW qui est sorti en fin d'année dernière, auquel il a mis 92, quelque chose comme ça, Ouais, je crois que c'est ça, ouais. de mémoire, qui en a fait un rhum qui s'est arraché quasiment avant d'être sorti. Alors, il se serait bien vendu de toute façon, un Naisson. Ils n'ont pas forcément besoin de Serge Valentin pour bien vendre. Mais là, ça a, je pense, donné un gros coup de boost à ce rhum-là, qui est, pour l'avoir acheté aussi, avoir un peu couru après parce que voilà, il y a un nouveau Naisson qui sort. 100 €, même si c'est un VSOP, alors il avait presque 6 ans, donc on n'était pas loin du XO. Ça restait pour du Naisson, un rhum. Voilà, on commence à avoir du mal quand plus on goûte des bons produits, plus on veut des bons produits. Donc maintenant, on sait qu'on a de moins en moins de rhum à moins de 100 € qui nous intéressent, à force, entre l'augmentation des prix et puis l'augmentation, notre recherche aussi de goût qui se perfectionne. Et c'est vrai qu'on l'a pas mal cherché pour. Alors, on va pas aller pareil, c'est pas une déception dans le sens où c'est pas un mauvais rhum, mais voilà, clairement, pour moi, on n'est pas sur un rhum exceptionnel qui aurait mérité ce coup de projecteur. Cette note, ouais. J'ai eu quelques notes derrière, hein, voilà, j'ai trouvé. À côté de ça, par exemple, il a mis un coup de projecteur sur Barricaine. Serge Valentin, il a très bien noté tous les embouteillages Barricaine, qui sont réussis, hein, en plus avec des rapports qualité-prix super bien placés. Hein, c'est pareil, on est à moins de 100 € quasiment sur toutes les bouteilles, mais derrière, on voit bien l'influence qu'il a de toute façon, puisque derrière, ça s'est vendu. Enfin, il a tout vendu, quoi, tous ses stocks quasiment. C'est peut-être Nicolas. mais Ouais, exactement. Ouais. il me semble que derrière, ça lui a fait beaucoup de bien, et du coup, tant mieux pour lui, parce qu'en plus, voilà, c'était des belles bouteilles. Mais c'est vrai que voilà, on se rend compte quand même que c'est peut-être le seul blogueur qui, au-delà du whisky, a une vraie influence en termes de vente sur le rhum. Hein. En tout cas, à cette échelle-là, c'est l'influenceur ultime, ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, après, c'est ça, c'est question de goût, etc. Après, juste, ouais, tu rebondis. Après, on passe à 2022 parce que sinon, on n'a pas fini avant 1h30. Moi, il y a 2 embouteillages que j'ai bien aimé cette année, que j'ai même beaucoup aimé à moins de 100 €. Il y avait le Sherman de Dugas, du 40e anniversaire, qui est à 49,5. J'ai vérifié tout à l'heure par hasard. Elle est vraiment, vraiment sympa. Et il y en a plus, donc je n'ai pas voulu en parler durant le récap de l'année, etc. Mais vraiment, vraiment pas mal. Et le Trinidad de la Maison du Rhum, donc la gamme de Dugas, 55%. Et il vaut 65-70 €. Et franchement, vraiment, vraiment pas mal et lourd. Et je ne sais pas s'il y a une grosse louche de Caroni ou affilié, mais vraiment, c'est vraiment pas mal. Et pour des rhums à 70 € les deux, vraiment, c'était. Le Dugas, il n'a plus. Enfin, le Sherman pour Dugas, il n'a plus. Mais Maison du Rhum, vraiment très, très bien. Très bel embouteillage. Même sans parler parce que tu sais, François, nous, on note pas les prix. Donc, même si la bouteille elle vaut 50 €, on notera au goût. Mais c'est vrai qu'après, tu peux te dire, ok, ce rhum-là, il vaut 65 € et il rend pas mal. Donc, voilà. Mais bon, 2022, les gars, en 2 mots, je vais dire moi ce que j'attends. Tu as les raisons tout à l'heure, François, de dire le Rhum Fest, ça fait plusieurs animations, etc. En la nuit, c'était pas fou. Ils vont jouer gros, mais je suis quand même archi pressé d'y être.
Pierre, tu avais raison sur les rhum agricoles. En Martinique, il y a pas mal de marques qui, en tout cas, peut-être peuvent nous surprendre, peut-être pas mal. Là, je vais parler un peu de l'ammonie. Peut-être l'ammonie, si vous pouvez sortir un brut de fût, ce serait bien. Franchement, qui laisse pas les autres le faire. Pareil, Trois-Rivières, ça serait bien. Enfin, c'est le même groupe qu'en Paris. Daniel, si tu nous écoutes, il faut que tu fasses il faut que tu mettes la pression à Campari, même si c'est compliqué de mettre la pression à son propriétaire. Voilà. Mais ouais, ce serait ma demande de cette année, là, un ammonie brut de fût et un Bali brut de fût préférence rhum et un petit HSE avec rhum attitude préférence rhum serait bien aussi. Ça serait les objectifs de l'année. Toi, François, tu as un petit quelque chose peut-être en stock, je crois, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous en dire deux petits mots? Est-ce que tu as une date de sortie plus ou moins prévue ou pas? Bah, en deux mots, c'est Rome Square. C'est un C'est nouveau site, voilà. Donc moi, j'ai rejoint Rome Attitude en février. Ça se passe super avec Nico et Olivier. Il y a quelqu'un qui commence à nous aider aussi, une nouvelle personne. Et puis surtout, depuis que j'ai rejoint Rome Attitude, dès le départ, quand on a parlé, quand Olivier m'a reçu en entretien, on a parlé d'un vieux projet qui me tient à cœur depuis presque 3 ans déjà. C'est qu'aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on se retrouve quelque part, c'est grâce à Référence Rome. Parce que toi, tu as repris le blog et tout, et tu avais travaillé au début avec, c'était comment déjà? C'était Julien. avec Julien, Ouais. voilà. Et moi, j'ai adoré ce site, quoi. Et surtout quand j'étais vraiment dans une grosse période où je voulais m'informer sur les bouteilles, connaître tous les détails des embouteilleurs, etc. Et c'était vraiment une mine d'or, quoi. Donc, quand le site, je crois qu'il a stoppé il y a quasiment 3 ans maintenant, Ouais. quand le site a C'était stoppé, je me suis retrouvé tout con. 2018. Et donc, j'ai cherché à comprendre pourquoi et si c'était possible de redémarrer quelque chose, etc. Donc, j'avais des petits projets dans ma tête, ça ne s'est jamais fait, tout simplement parce que je n'avais jamais vraiment fait l'effort ou jamais trouvé quelqu'un pour la partie tout ce qui est développement. Mais j'avais beaucoup d'idées. J'ai cru l'année dernière avoir trouvé quelqu'un et finalement, ça ne s'est pas fait. On en a rediscuté avec Olivier. On a réfléchi à pas mal de choses différentes. Le projet, il a pas mal évolué. Et donc, on va faire un truc qui va sortir dans quelques semaines, qui va être super sympa, je pense. Voilà. Ouais. Non, mais tu as raison. Et Ton on projet, verra ce que vous en pensez. tu m'en parles depuis longtemps. Mais, Donc, et donc, le site, c'est très simple. Il y a une partie base de données. Alors, ça peut paraître classique parce qu'il y a déjà Wikirom qui existe et Remix, mais ça va être différent dans le sens où ça va être simple, efficace, très facile pour rechercher, ce qui est assez complet et ça ne va pas tomber dans les travers des uns ou des autres. Donc, ce sera différent. Et puis dessus, on a greffé une deuxième couche qui va permettre de proposer tout un tas de services parce que moi, je pense que j'ai tenu un petit peu tous les rôles, quoi. J'ai acheté, j'ai vendu, j'ai échangé, aussi bien des boîtes, des samples que des bouteilles. Je n'ai pas encore fait d'embouteillage, c'est une des rares choses que je n'ai pas encore faites. Mais ça 2022. va sûrement venir. Mais du coup, je suis bien placé pour connaître les besoins des geeks comme moi, quoi. Donc, j'ai vraiment fait le site qui peut me simplifier la vie et avoir des fonctionnalités qu'on a envie d'utiliser au quotidien, quoi. Et je pense que tout le monde va vouloir utiliser RAMSquare pour une raison qui est très simple, c'est que le site sera gratuit. Alors, il y aura quand même une version freemium pour avoir des fonctionnalités un peu plus poussées pour vraiment les gros collectionneurs, etc. Mais déjà, le service de base sera nickel. Donc, voilà, on en reparlera dans quelques semaines. Ouais, super. J'ai eu l'occasion de suivre ça un peu avec toi parce que tu as bien voulu m'en parler. Donc, c'est super. Et ouais, je pense que ça va être sympa. Toi, Pierre, tu as des petits souhaits pour 2022? Des petites Alors, demandes? C'est le à moment. titre perso, j'ai peu écrit sur le site cette année. J'aimerais bien tout écrire. Donc ça, Cool. c'est ma résolution 2022 Ça fait plaisir. pour voilà, à venir. Maintenant, niveau sortie, voilà, moi, il y a le HSE, le nouveau single case HSE là, qui est sorti en Martinique là, tout récemment, qui va arriver. Alors, est-ce que c'est une sortie 2022? En tout cas, il arrivera en métropole en 2022, qui forcément, étant un grand fan du 2003, 2006, c'est ça, hein, le nouveau single Ouais. case. Forcément, on l'attend un petit peu. Après, oui, Naisson, Biel, peut-être un peu de nouveauté dans ces distilleries qui nous ont fait des années assez classiques.
Et puis peut-être des Paz aussi, hein, une petite sortie sympa chez des Paz, un brut de fût, quelque chose comme ça. Voilà. C'est un petit peu le. Voilà, j'ai bien envie de faire, de faire une année agricole et donc en espérant qu'on ait des belles sorties en Martinique avec peut-être une année un peu moins compliquée. On dit ça chaque année et un peu moins compliquée avec le Covid qui permettent aussi un petit peu au marché de reprendre un rythme de croisière un petit peu plus normal. Oui, exactement. Les salons, les dégustes à Paris. C'est vrai que toi, ça fait déjà 1 an ou 2 que tu vois pas mal de Jamaïcains, enfin un peu plus. Et moi, c'est vrai que j'étais vraiment agricole. Et là, pas mal de Trinidad cette année, du Saint-Lucie, etc. Il y a pas mal de choses qui viennent. Et bon, après, voilà, Bali m'a remis dans le droit chemin, une bonne petite claque en fin d'année pour revenir à la maison. Et même le HSE, j'ai bien aimé, le 2003-2021, qui est très bien aussi. Mais ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de concurrence dans le monde du rhum et il y a beaucoup de gens qui font du bon travail. Tu as cité tout ça, Monteilleur, toutes ces sorties de ouf, François, tout à l'heure. Donc, il y a une richesse qui est folle et il ne faut pas s'endormir, quoi. C'était super intéressant. J'ai bien kiffé. François, tu as un petit truc à dire? Pierre, tu as un petit mot à dire ou on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire sans parler de. Vas-y, Pierre. Pour finir, je veux juste m'excuser auprès des personnes à qui j'ai conseillé ce rhum. Ça fait mal. Brièvement au Whisky Life, c'est compliqué quand même. Hein. Compliqué, c'est très acide. Alors après, peut-être y repasser, peut-être qu'il y a, voilà, c'est un profil qui va avoir peut-être ses fans aussi. Ça me fait penser un peu au MOBA, dans un autre genre, hein, le MOBA dont je t'avais parlé, Simon. Avec un extrêmement bizarre. Voilà, on est sur un profil vraiment particulier pour Americole. Il y aura sûrement quelques fans et beaucoup de gens qui vont être étonnés d'avoir acheté ça. En tout cas, il y a une forte acidité et au final, j'avais peur que ce soit un petit peu la tête de turc des réseaux, le rhum facile pour le critiquer parce qu'il faut toujours un rhum un peu moins bien. Tout le monde, ça se donne bonne conscience de dire celui-là il est mauvais, regardez, j'aime pas tout. Mais effectivement, il n'est pas ouf. Hein. Voilà. Ouais, c'est marrant parce que j'ai bien aimé peut-être qu'au salon, comme on a goûté d'autres choses avant, etc. Voilà. Je pense typiquement que souvent les rhums comme ça qui sont très marqués, alors là, pour le coup, il est très acide dans le salon avec le palais un peu cramé, avec les rhums goûtés avant. Et ben c'est justement peut-être qu'il est ressorti en fait par rapport à d'autres et qui nous a semblé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait rarement ou même jamais notre dégust sur les salons parce qu'on sait qu'il y a une grosse influence de ce qu'on a goûté avant, après, du contexte, etc. Et pouvoir avoir on a souvent des surprises arrivées à la maison. Et typiquement, ça, c'est un rhum qui peut peut-être tirer son épingle du jeu en salon parce que il détonne en fait dans son genre et qui est pas forcément. En tout cas, c'est pas un profil qu'on attend quand on achète un brut de fût martiniquais de 20 ans. C'est assez étonnant. Ouais. Voilà. C'était mon mot de la fin. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que le 2003, justement, le bouteillage de St. James 2003, beaucoup plus classique, boisé, etc., torréfié St. James. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, 95 €, c'est vraiment un qualité-prix de fou. Mais tout n'est pas fou. Et il y a aussi le St. James 2008 de Veillé, qui est un de mes rhums préférés, mais très, très clivant aussi. Après, c'est peut-être une bouteille qui sera ouverte 2-3 mois après, ouverte aux 2/3, qui va peut-être un petit peu s'oxyder, peut-être bien vieillir, hein, parce que c'est étonnant d'acidité quand même. Hein. François, un petit mot de la fin? En mot de la fin, une dernière grosse exclue pour Rhum Attitude. Ce sera que dans quelques semaines, il y a une boutique qui va ouvrir. Ah, super! Et ouais, super. Mais alors, ce sera, roulement de tambour, à Bruxelles. Ah ouais! Voilà. Donc, on va pas y aller tous les jours. Mais bon, voilà, ça va être cool. Et bah, Elle s'il est y a un super train, bien placée là en centre-ville. s'il y a une Donc, fête d'inauguration. Olivier est parti. C'était hier, il était sur place, il a signé et tout. Donc, ça va arriver voilà, dans quelques semaines. Bravo. D'ailleurs, la Belgique, super dynamique en ce moment. Corman Collins, tu as dit, Roger, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui se font en Belgique. Le salon du rhum en Belgique, etc. De Spa. Il y a pas mal de. Il y a une forte communauté rhum, en agricole d'ailleurs, d'amis du rhum, etc. Enfin, il y a pas mal de. Ouais, je ne sais pas s'ils sont beaucoup, mais en tout cas, ceux qu'il y a, ils sont déterminés, ils sont actifs. Et voilà, donc la Belgique.
Ouais, il y a Rome Stylist aussi. Enfin, moi, il y a pas mal d'acteurs assez importants malgré tout. Enfin, malgré tout. Excusez-moi, c'est juste par rapport à. Bref. Qui parle. Non, c'est ça. Non, il y a pas mal d'acteurs importants. Et vu la petite taille, ouais, c'est ça que je voulais dire. Par rapport à la taille du pays, c'est exactement ce que je voulais dire, Pierre. Voilà. Donc la Belgique, ça bouge bien et ça va encore plus bouger avec la boutique en attitude. Super intéressant en tout cas d'ouvrir une boutique. Habituellement, c'est un peu le chemin inverse. On part d'une boutique pour faire un site internet. Et ce que je disais un petit peu tout à l'heure en disant qu'il faut être rentable avec son caviste, je pense sincèrement que l'avenir du rhum, il n'est pas forcément sur Internet, en tout cas au niveau de l'achat. Il y aura, en tout cas sur les rhums de qualité, et que ça va de plus, j'espère, et voilà, je croise un peu les doigts. Et il y a des cavistes passionnés qui se battent pour récupérer les belles bouteilles. Et c'est quand même, en termes de qualitativement, un gros plus d'ouvrir une cave. C'est que les deux sont complémentaires, mais c'est super intéressant que vous alliez vers le physique, quoi, le physique. la boutique. Ouais. C'est assez symbolique et c'est cool en tout cas. C'est sûr que Paris prochainement, je ne sais pas s'il y a un plan derrière ou pour l'instant. Et pour 100 € d'achat, il y aura un cornet de frites offert. Ah, cornet de frites, ok, super. Livré en 1 heure chrono. Non, mais c'est super, tu as raison. La relation que tu as avec ton caviste est différente que celle que tu as avec ton site internet, quoi. Clairement, il y a une vraie différence. Messieurs, c'était super intéressant. Merci pour ces belles exclus et pour le travail que tu as fait, François, de préparation du live. Ça fait plaisir. J'en doutais pas une seule seconde. Écoutez, à bientôt. Je sais que la plupart des gens sur YouTube disent abonnez-vous, etc. Faites ce que vous voulez, les amis. Mettez un petit commentaire si ça vous a plu. Vous abonnez si vous voulez. Mais chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas de pression. On fait ça pour le plaisir. Et j'espère que ça vous a fait plaisir aussi. On n'est pas payé. Eh ben non, mon cher Pierre. Je t'enverrai un sample de St. James 2001 VNB. Moi, j'ai attaqué la soirée avec ton sample du Saint James 2008 Vélier. Ah, cool. Alors? Il m'a bien plu, ouais. J'ai bien aimé. Ouais, il est Ça, je pense qu'il y a quelques années, tu vois, par exemple, j'aurais pas aimé, et puis petit à petit, les goûts évoluent. Hein. Et tu vois, par exemple, dans les rhums du Demerara, justement, tu as un côté souvent assez boisé, torréfié qui ressort, quoi. Et tu l'as justement en Martinique, genre c'est chez Saint James, Bailly, voilà, tu vois. Donc, ouais. Ça, c'est mon goût, ça. C'est ce que j'aime bien. Ouais, je vous dis au revoir à tous et bonne soirée. Ciao. Ouais, À la prochaine. Bye. Ouais, bonsoir.